mesdames et messieurs. Nous vous remercions d'avoir répondu présent. Est-il encore besoin de présenter Flore Depès, notre invitée du jour, qui illustre la grâce avec brio quand elle manie les pinceaux et la plume. Flore est une artiste canolaise dont nous avons souvent le plaisir de contempler les peintures à l'occasion de diverses expositions. Aujourd'hui, nous allons découvrir ses talents d'écrivain, principalement dans l'univers de la poésie, où elle excelle. Flore, tu es canolaise de souche et depuis des générations. Le bel environnement que nous offre la Cano, celui qui t'a vu naître et qui a vu éclore ton talent, a-t-il été un déterminant de ta fibre artistique? Allez, raconte-nous en quelques mots ton histoire canolaise. Alors, je ne suis pas vraiment née à la Cano, mais j'ai été conçue à la Cano. Voilà. Comme il n'y avait personne pour accoucher ma maman, on est partis ensemble à Bordeaux. Voilà. Donc, officiellement, je suis née à Bordeaux. Mais 5 jours après, j'étais de retour. Donc, voilà. Alors, mon grand-père, Thomas Depès, son père, son grand-père sont nés à la Canoville. Donc, on est une vieille souche Depès. Seulement, l'arrière-arrière-grand-père avait 7 sœurs, ou 6, je ne sais plus. Et elles se sont toutes mariées à la Cano. Alors, bien sûr, elles ont changé de nom. Et le nom de Depès s'est perdu. Voilà. Alors, j'ai baigné dans une atmosphère où les pins, l'océan, ont sans nul doute favorisé mes goûts pour l'art et aiguisé mes sens. Dès mon entrée en 6e, j'ai été remarquée en français et en dessin. J'avais toujours les premiers prix, voilà. Je ne suis pas forcément meilleure en maths, par contre. À l'adolescence, j'ai commencé à faire des poèmes, à écrire des poèmes et à dessiner. Je passais mes journées à dessiner quand je n'allais pas à la plage. Voilà, je m'occupais tout le temps dans ces activités. Et le cadre de verdure canolé et la forêt environnante ont sans doute été pour beaucoup dans ce que je suis devenue. Alors évidemment, il faut quand même ajouter que les 2 maisons de mes grands-parents étaient à l'orée de la forêt rue Jean-Michel. C'était à côté de l'école qui est devenue gendarmerie. Et bien sûr, il n'y avait pas l'école actuelle. Donc c'était la forêt. Quand on passait le portillon du fond, on était de suite confronté à la forêt. Voilà. Alors je pense que ça, tout cela a dû m'influencer plus ou moins. Voilà. Je crois que j'ai répondu. Oui, très bien même. Qu'il s'agisse de peinture ou d'écriture, tu as rayonné dans de nombreuses activités au sein d'associations ou structures dans lesquelles tu as exprimé ton art, mais aussi transmis ton savoir. Peux-tu nous donner un aperçu de ces expériences enrichies au hasard d'opportunités ou de rencontres? Alors, concernant le côté littéraire, j'ai commencé par participer à des concours littéraires en France, à l'étranger, enfin pas partout. J'écrivais des poésies et puis surtout j'ai commencé à écrire les contes pour Colline. J'ai écrit 4 livres sur les contes pour Colline. Et évidemment, tout ça, c'était très important pour moi. À l'occasion de ces concours, j'ai eu l'occasion de rencontrer un poète du Midi qui s'appelait Eugène Garcia. Eugène Garcia, il a fait avec moi des catalogues au moment du centenaire de la Cano, avec des poésies, surtout sur la forêt, sur la plage, etc., etc. Et puis j'ai écrit, dans la foulée, j'ai écrit la chanson du centenaire, voilà, dont on ne parle plus d'ailleurs. Voilà. Voilà. Alors, cette Eugène Garcia m'a initié vraiment à la poésie, mais la vraie, c'est-à-dire pas la poésie qui sort spontanément, mais la poésie qui est retravaillée après, parce que c'est sûr qu'un poème classique doit répondre à des critères.
quand on fait de la poésie comme ça, sans s'appuyer sur des règles, il est évident que ça peut être très beau. Hein. C'est sûr, c'est ce qu'on appelle la poésie libre ou la poésie libérée. Mais bon, ça n'a rien... ça n'est pas du tout comparable avec la poésie vraiment classique. Voilà. Alors, concernant la peinture, parce que tu m'as posé des questions sur la peinture, concernant la peinture, j'ai eu le plaisir et le privilège de rencontrer trois artistes importants. D'abord Anne d'Arécy, qui m'a vraiment réinitié au dessin, qui m'a fait travailler le dessin pendant 1 an. Je faisais des pommes grandes comme ça, des croissants grands comme ça. Ils sont quelque part dans ma cave. Et puis après, j'ai rencontré Michel Fontanas, qui a été mon compagnon pendant 15 ans. Alors Michel Fontanas, bien sûr, était un homme extraordinaire, qui a été, comment dirais-je, qui a beaucoup plu à Marie-Françoise Lalaude à l'époque, et donc il est devenu le professeur de plein de peintres canolés. Il venait tous les samedis, il faisait des cours de peinture à l'Ardilouse. Ça n'existe plus, bien sûr. Mais c'était dans une très bonne ambiance. Et il m'a initié absolument à toutes les formes de peinture, c'est-à-dire le pastel, l'aquarelle, et puis la peinture à l'huile, l'acrylique, etc. Voilà. Et enfin, il y a une troisième personne qui m'a marqué vraiment, c'est Jacques Belaubre. Alors Jacques Belaubre, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais il est décédé depuis fort longtemps. C'était un peintre qui appartenait aux peintres bordelais, au groupe des peintres bordelais, et il est reconnu, quoi. Il était reconnu, il a fait de très beaux tableaux. Et voilà, donc il était derrière moi aussi pour me secouer et me dire ce qui n'allait pas à l'époque. Voilà. Je crois que c'est important de parler de ces trois personnes. Voilà. J'ai répondu à la question. Eh bien, parlons maintenant de poésie, puisqu'elle est au cœur de notre rencontre aujourd'hui. Dès la première lecture, tes poèmes ont parlé à ma sensibilité. Tes images, la fluidité de tes vers, la musique de tes rimes, ta connaissance de la poétique. Comment en es-tu venu à la poésie dans laquelle tu as su exprimer tant le romantisme que la délicatesse, que l'amour du beau, et l'amour même dans son essence? Alors, comme je le disais précédemment, il y a deux aspects dans la poésie. Il y a le ressenti, c'est-à-dire une émotion devant une couleur, devant une forme, devant des personnes. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le respect des règles. Ça s'appelle les règles de prosodie. Alors, les règles de prosodie, bien sûr, ça paraît quelque chose de compliqué à comprendre. C'est l'ensemble des règles auxquelles il faut obéir pour faire de la poésie classique. C'est-à-dire le métrage. Il faut que tous les vers aient la même longueur de pied. Il faut qu'il y ait des rimes. Il faut respecter aussi les règles d'orthographe. Respecter les genres, puisque les genres, c'est-à-dire faire attention au pluriel et au singulier pour les fins de vers, etc. Voilà, ça c'est important. Donc, on est forcément, à un moment donné, on est un peu prisonnier de ces règles. Alors, voilà, alors donc, ma démarche est la suivante. Dans la première phase, je ressens l'émotion. Les premiers vers viennent naturellement. Ça m'arrive la nuit de me réveiller, et tout d'un coup, j'ai un vers qui arrive, là, comme ça. Et alors, je peux faire les deux premiers, puisqu'ils ne riment pas ensemble, mais après qu'arriver au troisième, qui doit rimer avec le premier, ou peut-être le précédent, ben, je cherche mes mots, voilà. La spontanéité s'en va un peu. Mais quelquefois, je fais au moins une strophe comme ça. Mais je suis un peu feignante. Je ne me lève pas, je ne me réveille pas, je n'écris pas sur le moment. Et dans le lendemain,
Eh ben, la moitié des mots m'ont échappé, quoi. Je ne me souviens plus. Voilà. Bon. Alors, bon, je crois que j'ai répondu à la question. Hein. Eh bien, Flore, avant de passer à la lecture de quelques-unes de tes poésies, avec l'accompagnement musical de Benjamin Guinéa, je vais lire la préface que Franck Lafossas, plus jeune magistrat de France à l'époque, a écrite pour le recueil de tes poèmes. Préface qui introduit à merveille la séquence poésie qui va suivre. Tu as peut-être 2 mots à dire sur Franck Lafossas? Oui, tout à fait. Alors tu viens de dire qu'il c'était le plus jeune magistrat de France. Oui. Il enseignait à l'école de magistrature à Bordeaux. Et donc, un jour, comme il était poète, il est rentré à Arts et Lettres de France, où j'étais depuis déjà quelques années. La Arts et Lettres de France, c'est une association qui se trouve c'est une vieille association de Bordeaux, qui a 50 ans de vie, plus de 50 ans même. Et donc, Franck Lafossas est rentré là, d'abord en tant que membre, et puis il est devenu président. Et puis, il a fait part de ses poésies et il m'a demandé d'illustrer quelques-uns de mes tableaux avec ses poèmes. Et puis, on a fait aussi l'inverse. Enfin, on est devenus très amis et ils ont été très, très aimables avec moi à la suite du décès de Michel, puisque Michel est décédé d'un cancer en 2000. Voilà, c'est-à-dire un petit peu avant le centenaire. Donc, c'est tout ce que je voulais dire comme préciser. Voilà, concernant. Je vais lire sur cette Franck. belle préface. Oui, qui est très, très élogieuse. Très élogieuse. Lorsque j'ai connu Flore, si bien nommée, il y a quelques années déjà, elle peignait et ses couleurs jaillissaient de la toile. Cette peinture était organisée, savamment dosée, travaillée. Mais l'admirateur n'y trouvait que les anses d'un maître jouant avec ses pigments. Puis Flore a appris la technique de l'écriture versifiée. Et ses qualités de peintre se sont retrouvées dans les mots, dont elle nous éclabousse à présent, avec couleur, avec fraîcheur, avec rire. Sa poésie est joyeuse, vive, alerte, par une étonnante maîtrise du verbe. Les sonorités de sa palette créent un chant. Écoutez-la chanter. Ainsi va la musique. Mon jardin recouvert par les feuilles d'automne voyait à lui venir un joyeux magicien. L'air était doux, vibrant, et sous un ciel atone, l'oiseau se rappela qu'il était musicien. Le sol se retournait dans une girandole, les graines de bonheur vont fleurir d'une main. Celle du jardinier danse la farandole, car il a bien compris ce que sera demain. Ainsi va la musique, au cœur de nos faiblesses, elle germe en secret, faisant naître l'amour. La sonate au ton clair est un puits de tendresse. Arrêtons, voyez-vous, tous les bruyants discours. Notre oreille perçoit du silence l'écho. Le bonheur est ici.
Le bonheur est ici, mais on ne le voit pas. Il se cache au jardin, à l'ombre d'un feuillage, et s'enfuit vers les pins. De son lointain village où poussent à foison les feuilles de pampa. Le bonheur est ici, dans les pièces muettes. Le chat le sait très bien, dormant tranquillement sur le coin d'un sofa, sorti des oubliettes que j'ai posées là, sans autre assortiment. On dit qu'il est en nous, mais peut-on le cerner? Le bonheur est ici, je trouverai sa trace. S'il vole vers l'ailleurs où l'appétit vorace d'un bonheur intérieur vient le déraciner. Le bonheur est ici. Je sais qu'à l'évidence, il vient, il court, il va, cherchant à se poser. Moi, j'y crois fortement. En toute confidence, en vue de ce bonheur, je veux poétiser. La mère est une femme. La mère paraît si femme et docile au regard. Son aspect langoureux se perd dans les prunelles des riverains heureux, assis sous les tonnelles de jardins au parfum, me paraissant ringards. Ne vous y trompez pas, car à bien des égards, ces diverses odeurs ne sont pas éternelles. Elles volent au vent comme des ritournelles devant le profil bas des ivrognes hagards. Les parfums mélangés de poissons, de myrtilles, de thym, de crustacés qu'un promeneur titille donnent à ce plan d'eau son charme curieux. La grève est sous les pas, telle une fumérole, rien ailleurs n'est pareil, aussi mystérieux. La mer chante à jamais sa tendre barcarolle. La lettre de rupture. Alors c'est une poésie que j'ai écrite pour un concours. C'était le thème organisé par la ville de Bergerac en 2006. J'ai dit je vais me jeter à l'eau. C'était pas évident d'écrire une lettre de rupture. Mais je me suis un petit peu... j'étais très marquée par un article, cette poésie. Et j'ai obtenu le premier prix. Voilà. Et l'anecdote, c'est que je ne savais pas ce qu'on aurait comme prix. J'ai eu une caisse de vin de Bergerac. Voilà, puisque c'était à Bergerac. Voilà. Enfin, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. C'était le plaisir surtout de faire partager un sentiment que vous allez voir difficile. Parce que ça a été à moitié vécu. Voilà. Alors, bien sûr, c'est important de le dire.
la lettre de rupture. Une lettre n'est rien. Encore faut-il l'écrire par choix d'un procédé qui semble peu courant. Des vers chargés de sens sauront mieux circonscrire les regrets attristés d'un adieu déchirant. Oh, je ne possède pas la verve humoristique d'un Voltaire incisif pour soumettre un projet. Je veux vous annoncer de façon poétique que je cesse aujourd'hui d'incarner votre objet. Objet de quoi? Mon Dieu, je n'en suis pas certaine. Sans doute perdrez-vous un beau jour le confort de votre indépendance. Ô combien puritaine. Votre comportement ne traduit pas d'effort. Vous avez bafoué la loi de la nature, toutes les règles d'or du parfait prétendu. Vous êtes servi d'une ignoble imposture pour allumer le feu chez moi trop débordant. Réalisons soudain, par quelque échappatoire, que l'amitié et l'amour étaient sans fondement. Vous me contiez, je crois, une étonnante histoire à chaque rendez-vous fixé furtivement. J'ai peur de deviner votre immense détresse. Peut-être saurez-vous en tirer le profit pour un autre bonheur, teinté de maladresse. Celui-ci, voyez-vous, peut laisser déconfit. La rupture en amour suit toujours une larme que l'on voudrait garder dans un écrin d'argent. Écoutez bien ma voix. Elle est le cri d'alarme pour l'amant de mon cœur qui fut trop négligent. Je ne vous quitte point pour aller vers un autre, mais mon corps n'est pas fait uniquement de bois. Le froment, quelquefois, peut remplacer l'épautre, lorsque l'âme se perd dans les pleurs que je bois. Les notes de musique, au nom du Père. Sur un clavier jauni, des notes immobiles attendaient que moult doigts éprouvent leur talent. Là, le vieux maître en pleurs à les siens malhabiles. Il les voit si noueux qu'ils en sont insolents. Lutte parut rococo. Le dos se mit à rire sur l'air d'un flamenco. Joua son délire. Sous le poids d'une mouche, en quête d'un festin, le nid sembla d'accord pour créer l'harmonie. Sous le regard inquiet du triste cabotin qui dit entre ses dents « Jusqu'où va le génie ?» un ré dièse chanta, et puis ce fut la pause. Une señorita avait sa ménopause. On ne peut arrêter pour si peu le concert. Le sol s'unit au la pour conclure à merveille un ensemble étonnant comme café-concert qui laissa bien pantois l'homme en état de veille. Le fa timidement donna sa réponse. Allait-il justement trouver sa résonance? Il est cumé de rage entre les noirs pharaons qui surplombent son corps protégé par l'ivoire. Le si paraissait loin comme ses fiers marmots. Il voulait chanter seul un amour illusoire. Le soupir est venu, l'œil gris se désespère et lit sur le menu au nom de notre Père.
exprimer sa foi, son amour, sa détresse. C'est oublier les lois, c'est vaincre sa paresse, c'est consumer le feu qui brûle l'âme et s'émouvoir quand le cœur s'émeut et quand le cœur se pâme. C'est crier tout entier du fond de soi-même ou du fond de ses entrailles. Livre et bataille d'un élan de main, s'accrocher à la toile, tracer formes et couleurs, créer l'enchantement ou la douleur. Oh, dilemme, dilemme éternel du peintre et de son tableau face à la nature quand il perd sa couleur. Pierrot, dis à la lune. Pierrot, dis à la lune que le poète dort et souffle sur son lit en attendant qu'un sort se présente meilleur. Dis-lui aussi qu'un jour, il reparlera d'elle. Il reparlera d'elle avec ses mots à lui. Je les attends. Écoute ma prière. Pierrot, dis à la lune que nous souffrons ensemble car mon cœur lui ressemble. Dis-lui de se lever. Il ne sait pas se plaindre, était son désarroi. Quand il sera guéri de sa plume magique, il chantera la aide, un hymne à la beauté. Dansons jusqu'à la nuit. Alors, Dansons jusqu'à la nuit, c'est une terza rima. Alors, ça ne vous dit rien du tout, peut-être. La terza rima, c'est une suite de tercets, dont le nombre doit être pair, et se termine par une strophe de 4 vers. Elle est parfois descriptive et enlevée. Je l'avais écrite pour un concours, spécialement un concours à Genève. Et donc, après, je l'ai représentée dans d'autres associations à travers la France, mais à Genève, j'ai eu le premier prix. Et il y a 3 jours de ça, j'ai reçu un appel d'Eugène Garcia, parce qu'on est en train de corriger le concours littéraire d'Arts et Lettres de France. Et puis il m'a dit, on reparlait de ce poème, et il m'a dit, ah ouais, tu as eu le premier prix, et moi je n'ai eu que le second à l'époque, alors que c'était lui qui m'avait tout appris. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire, et j'ai dit, bon, je vais en reparler lors de la réunion d'aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est un peu contraignant d'écrire quelquefois en suivant des règles, et c'est pour ça que j'écris aussi beaucoup de poésie libre et libérée, parce que là, ça vient tout seul. Voilà. Il n'y a même pas besoin, quelquefois, de me servir des livres, alors comment ça s'appelle, des synonymes, Larousse, les synonymes, et puis aussi les comment ça s'appelle, Figures de style. Pardon? Figures de style, non? Oui, un peu, c'est ça. Oui, en fait, c'est pas tout à fait ça, mais enfin bon, c'est voilà, à peu près, voilà. Et donc, j'étais très très fière d'avoir pu faire ce poème. Donc, vous allez l'entendre.
c'est un peu particulier. Dansons jusqu'à la nuit. Le poète amoureux murmure à son idole des rimes dont lui seul en connaît les secrets. Son cœur en émoi danse la farandole. J'aimerais que ce chant aux rythmes indiscrets te dise: oh, combien mon esprit t'accompagne, espérant que demain nos désirs soient concrets. Le sort ne voulait pas que tu sois ma compagne, mais le rêve est éclos pour une éternité. Buvons pour le fêter la coupe de champagne. Dansons jusqu'à la nuit notre complicité. Sur les airs langoureux de la folle jeunesse, en sauvant de l'amour sa légitimité. À l'heure des adieux, avec quelque finesse, le ciel nous retiendra si devant l'éternel. Acceptons tous les deux que le bonheur renaisse. Et nous partagerons ce moment solennel. Je vous invite à échanger avec Flore, si vous voulez lui poser des questions sur son travail, sur son art. Alors moi, il y en est une qui me brûle les lèvres. Flore, où peut-on trouver tes poèmes? Alors, les poèmes qui viennent d'être lus sont extraits de ce livre, que je n'ai plus. Il ne me reste plus que 2 exemplaires. Mais si vous voulez les lire, c'est très simple. Ils sont sur Internet. Le Wade, ma sœur, qui s'occupe de l'association Azélette de France, m'a fait comment dirais-je, j'ai un trou de mémoire. Un site. Voilà, il m'a fait un site qui est en train d'être élaboré. Et il y a dessus déjà toute une partie des livres que vous feuilletez tout simplement, et vous pouvez tout lire. Alors il y a les contes pour Colline, il y a donc 4 livres. Après, donc, il y a les livres de poésie. Il y a d'autres livres qui sont un peu plus romancés. C'est Dialogue avec Néon. Néon, c'est le nom de ma villa, enfin de la maison que j'habite. Ensuite, il y a un livre sur les pérégrinations d'une enseignante. C'est un peu ma vie d'enseignante, puisque j'ai commencé par le primaire, enfin l'école maternelle, l'école primaire, et ensuite je suis passée dans le secondaire. Voilà. J'ai enseigné à tous les niveaux, depuis les 3 ans jusqu'à 18 ans. Voilà. Donc j'ai une vie assez chargée. Je précise que tes livres sont à la ludomédiathèque de l'Océan, oui, et les lecteurs qui ont eu le plaisir de le découvrir ont beaucoup apprécié. Le livre de Néon, vraiment, tes 2 livres ont été très appréciés à la médiathèque. Mais je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes ici qui doivent avoir ces livres. Voilà. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai tout dit. Avez-vous des questions à poser? Oh ben Flore, moi je trouve que c'est formidable ce que tu as écrit, c'est merveilleux, je ne connaissais pas tout ce talent aussi développé, aussi beau, parce que c'est magnifique, vraiment, je te félicite. Merci. Bon Flore, moi je voudrais te poser des questions, mais avant, comme j'ai connu Michel Fontanas, et dont je te
connaissais aussi, bien sûr. Et je disais que Michel Fontanas avait de la technique et toi, tu avais du talent. En ce qui concerne la poésie, bon, moi, j'ai pas eu de chance, j'ai fait un collège technique et donc ça s'appelait des rédactions et non des dissertations. Et j'étais volubile, j'en faisais toujours 15 à 20 pages. Bon, et mon professeur disait, je ne peux pas corriger ça. Maintenant, je vais te poser la question. À quel âge tu as commencé à dessiner et à peindre? Je l'ai dit tout à l'heure. Non, mais l'âge. À quel âge j'ai commencé à peindre mes premiers tableaux. J'en ai 3 qui ont été faits à la gouache autour de 15 ans, 16 ans. Voilà. Mais j'ai toujours dessiné, même petite, je veux dire à 10-12 ans, je dessinais même des choses que j'ai retrouvées il n'y a pas très longtemps, alors qu'on n'en parlait pas encore à l'époque. J'ai dessiné des routes qui se superposaient les unes aux autres. Ça n'existait pas. Je vais être sans doute visionnaire, j'en sais rien. Voilà. J'ai pas le micro parce qu'on m'entend assez. Voilà. Donc j'ai commencé donc à dessiner depuis toute petite. Et alors mon institutrice qui a bien sûr n'a pas connu ses talents, elle était toute fière de moi de me retrouver adulte, mais c'était Madame Fritsch qui m'a appris à lire et à écrire. Voilà, à la Canon. Donc ça remonte à très loin. Et donc c'est sa petite fille, Corinne, que j'aurais bien aimé qu'elle soit là. Elle n'a pas dû savoir. Ah, c'est pas Corinne qui était... Ah, c'était pas Corinne qui était mon institutrice, mais elle est tellement heureuse que je parle de sa grand-mère. Et alors, il va y avoir un livre qui va sortir sur Lacanau avant la guerre, parce que mon père était jeune homme à Lacanau Océan à l'époque. Et donc, et après, je parle quand même de Lacanau. J'ai mis beaucoup de reproductions de cartes postales parce que mes parents tenaient la poste, l'ancienne poste de Lacanau. Donc il y a eu beaucoup de cartes postales dans la famille qui sont passées. Moi je les ai pas toutes, j'en ai très peu d'ailleurs. C'est mon frère qui les a et qui me les donne au compte-gouttes à Bordeaux. Voilà, mais c'est pas grave. Et donc j'en ai mis, mais je suis désolée parce que vous allez les reconnaître presque toutes. Elles passent avec le dénommé Vigneault que vous devez connaître, Edgar, que j'ai très bien connu, qui est de ma génération. J'ai bien connu Edgar et toute sa famille, et ses sœurs surtout. Et voilà, et donc je suis surprise parce qu'il ressort plein de cartes postales. Et son studio de photo à rue Fandodège, pas très loin de chez mes parents. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai répondu à tes C'est questions. vraiment formidable. Continue parce que tu nous as vraiment épaté là. Bonjour. Merci. C'est très